La signature, Ok, donc on va commencer la discussion. Ça va être très court parce que on est en retard et qu'il y a des trains qui doivent partir, enfin, les gens doivent partir à 16h. J'invite les personnes qui font les discussions et qui doivent vraiment partir à venir. Ne vous inquiétez pas si elles sont très courtes, tout va être disponible en ligne. Il y aura d'abord des synthèses écrites qui seront envoyées à chaque participant pour les ateliers pour validation. Une fois validation, republie un lab pour mis en ligne et après traduit en feuille de route technique. Donc toutes ces informations vont être disponibles pour vous serez encore actifs sur le processus de validation commentaire. Donc il y a eu 4 ateliers. Atelier 1, Éric Garnier en tant qu'intervenant sur diverses complémentarités des données. Atelier 2, croisement de données hétérogènes et méta-analyse avec Sandra Luc, Samuel Hainaut et Isabelle Leviol. Du coup, je vous invite aussi à venir sur scène. Atelier 3, variable essentielle de diversité avec Mathieu Basile et Toulouse Roche. Et atelier 4 avec Isabelle Charpentier et Corinne Pardon. Voilà. Donc, sans plus attendre, du coup, atelier 4. Alors, du coup, pour l'atelier 4, j'étais sur des données aux transformations de société. Vaste sujet. Avec Isabelle Charpentier en animatrice qui fait partie du réseau des jeunes ateliers. Et Corinne Pardot, qui est responsable scientifique technique de l'ABEX Dream. Donc, en tout début, on a eu une présentation de Karine sur le LabEx Dream. Je vais faire la restitution de sa présentation, vous retrouverez son PowerPoint dans les documents. Ensuite, on a eu des échanges avec la salle sur le lien entre les producteurs de données et les politiques publiques. Comment faciliter ce lien et faire en sorte que les données de la recherche ne restent pas seulement au milieu des scientifiques et qu'elles servent un peu plus aux politiques publiques et aux territoires. Avec notamment aussi une question sur les métadonnées et notamment sur le fait d'intégrer un contexte pour l'usage de la donnée, parce qu'il pourrait y avoir des biais de la part du chercheur qui met à disposition de son jeu de données. Et on a notamment donné un exemple de données des SHS qui, pour le coup, sont très cadrés avec une méthodologie. Et ensuite, on a fait une restitution à un tableau pour répondre à la question qui est quelles données pour utiliser les dynamiques de transition écologique des sociétés avec un qui, quoi, où, comment. Et pour la question du qui, quels sont du coup les types d'acteurs impliqués, on s'était dit qu'il faudrait impliquer à peu près tout le monde, et notamment les décideurs politiques et les collectivités territoriales qui définissent les besoins, les acteurs qui connaissent les données scientifiques ou les scientifiques, les acteurs qui connaissent les données territoriales,
les acteurs qui peuvent faire le lien entre effectivement la question de la médiation et les citoyens usagers, les générations futures. Donc ça, c'est un autre public. Et du coup, une autre approche. Pour le parti du quoi, donc quelles données on a abordé en fait les données de type qualitatives et quantitatives, notamment des données de changements sociétaux, par exemple le déplacement des populations, que ce soit des populations des vivants, de la biodiversité, ou des populations humaines face à la crise en fait, écologique de la crise du vivant. Donc par exemple, une population qui est amenée à se déplacer, quelle va être son nouvelle, quelle va être la nouvelle habitabilité du territoire, quelle adaptation on va mettre en place, est-ce qu'elle va pouvoir retisser des liens, avoir un réseau. Le deuxième type de données sur lesquelles je suis intéressé, c'est des données qui impliquent les savoirs locaux, autochtones, comment ces savoirs sont perpétués et évoluent, et des données SHS d'appréciation un peu sensible de l'environnement. Voilà. Et ensuite, sur le format de ces données, c'est plutôt des séries temporelles sur le temps long avec une contextualisation de ces données. Ensuite, un dernier point sur les données, on avait noté un effort de l'État en fait, à faire pour donner accès à l'information sur le territoire aux chercheurs, donc que ce soit des données, ouvrir les données économiques et des données sensibles en fait, par exemple, qui sont quand même assez compliquées à récupérer malgré les obligations parfois légales. Sur le où, donc voilà, quelle échelle, bah forcément, en fait, ça dépend des acteurs, que ce soit une échelle un peu plus citoyenne, locale, ou bien une échelle nationale, régionale pour des politiques, par exemple. Oui, non, je vais plus vite, ouais. Là, le camp, du coup, on avait dit que c'était plus sur du temps long pour pouvoir rendre compte d'une dynamique, et le comment. Il y a une partie qu'on s'était dit c'était plus des services, avec des analyses, des résultats scientifiques plus informatifs pour les citoyens et des produits plus élaborés pour les collectivités. Il y avait aussi la question du traitement de l'hétérogénéité des données entre sciences naturelles et SHS. Et dans les idées besoins qu'on a identifiées, ce serait de faire des rencontres entre acteurs différents pour échanger sur les inégalités locales et faire de la transdisciplinarité transdisciplinarité au sens de différents secteurs d'activité et avoir, ça c'était juste à la fin, par une simplification des bases de données. C'est un besoin qui est remonté, c'est un peu compliqué. Et avec aussi une idée, si c'est possible, de récupérer les données historiques dans différents domaines. C'est un peu la liste de Voilà. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on aura plein de temps d'interagir exactement sur ces aspects-là. Donc, en fait, j'invite les autres personnes, les autres ateliers à venir présenter leur synthèse. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui, par exemple, doivent partir pour l'atelier 3 ou l'atelier 2, qui doivent partir? Bon, de ce atelier, on va essayer d'être rapide parce que j'ai rien préparé, parce que j'ai mangé des superbes cheesecakes au citron plutôt que de mais rapidement, dans l'atelier diversité, complémentarité des données, il y avait notamment, ça va être à l'arrache, il y avait 2 axes, mais il y en avait plus, mais il y en avait au moins 2 autour de la disposition, partager données et outils CDI, et d'un autre côté qui était le côté gérer ces métadonnées en tant que chercheur, et pas que ça. Sur la présentation qu'a pu faire Eric Garnier pour introduire la session, il y avait des choses sur l'aspect passer du data ownership à l'aspect data stewardship qui est particulièrement intéressant, je trouvais, comme notion, même si on peut voir qu'aujourd'hui il y a une évolution qui fait qu'on va quand même de plus en plus dans un partage systématique des données, mais qui peut être un peu moins rapide selon les communautés, je pense, on peut dire comme ça. Ce qui était mis en avant, c'est la nécessité
des référentiels, des ressources technologiques d'intérêt, de pouvoir les utiliser, et puis d'avoir un langage commun. Arrêter de se poser des questions sur les concepts données, les métadonnées, données versus métadonnées, les données de l'un peuvent être les métadonnées de l'autre. Ce qui dégage vraiment comme approche, c'est de faire quelque chose, un flux assez simple, mais en tout cas où les données sont dans les entrepôts avec des liens et des ressources terminologiques, utiliser un langage commun qui peut faire le lien entre tout ça, et puis voir après comment on peut peupler les systèmes d'information existants, notamment internationaux, donc on a notamment parlé du GDIF sur votre expérience, et qu'après le référentiel, il y avait quasiment déjà pas mal existants pour pouvoir travailler avec. Sur l'aspect retour d'expérience, il y a notamment le côté workflow où on a mis les données brutes dans Indoor avec des métadonnées et pouvoir après travailler pour diffuser les données simplifiées entre guillemets dans le format Darwin Core dans le cadre des GDIF. C'était voilà, un flux qui ressortait, qui a été terminé en amont et qui est quelque chose qui est directement en lien avec nos missions côté PNDV, ça fait écho de pouvoir accompagner le fait que une fois que les données sont quelque part avec des métadonnées, pas quelque part dans l'entrepôt, pouvoir faciliter et accompagner via les collègues notamment du GDIF la production des données sous format du standard Darwin. Prendre les données comme elles sont et pas forcer l'aspect de standardisation de données trop tôt ou en amont. Conserver les liens entre les deux perspectives sur les données qu'Eric a mentionnées. Je ne vois pas la possibilité, mais sur l'aspect valeur intrinsèque versus valeur d'usage d'une donnée, je trouve ça assez intéressant. N'hésitez pas de ce qui était présent. Et la façon qu'on peut mobiliser pour faire évoluer les standards, c'est une des questions, et c'est vrai que là on voit, c'est du temps, et on voit que le temps, on n'a pas forcément, et du coup c'est compliqué, on a pris le temps que Eric a mis en avant sur un thésaurus sur les plans, où finalement les personnes qui participent vraiment, il n'y en a pas beaucoup en fait, et puis il y a peu d'investissement, ça dépend de l'intérêt de l'électron qu'on a derrière. Une mention aussi de l'aspect plus qui se fait côté politique publique, je veux dire comme ça, mais c'est pas tout à fait pertinent, mais côté naturaliste, on va dire, avec l'aspect biolovision, où il y a des correspondances compliquées à faire entre les référentiels, mais pourtant il y a l'utilisation de référentiels, et aussi des bonnes approches sur quelque chose qui est vraiment à la fin de l'atelier, mais sur des quid de la qualité de la donnée. Est-ce qu'on vérifie vraiment l'intérieur de la donnée? Et justement des retours sur ce qui est fait côté GDIF notamment, côté SINP aussi, au niveau patronat, et côté justement biolovision ou faune qui a été mentionné par l'association de vivants. Sur la mise à disposition de partage des données, il y avait deux niveaux qui ont été mis en avant quand même. Le premier niveau qui est la biodiversité dans toutes ses facettes, et le deuxième niveau qui est les données, alors qu'on dit souvent associées à cette biodiversité, mais qui va être des données environnementales et autres. Et donc la pertinence de pouvoir adresser ces deux-là et faire du lien entre les entrepôts, entre les systèmes d'information existants, pour pouvoir les mettre à disposition de la plupart, avec une saisie de la métadonnée qui doit être simple, rapide, mais suffisamment précise. L'aspect utilisation de temps de gestion de données, qui est quand même au cœur de tout ça aussi, et qui donne l'idée sur la manière d'utiliser, de stocker, de partager les données et de renseigner les métadonnées. Puis je crois que j'ai en gros fini les gros trucs gras qu'on avait pris dans les notes. Pas de contraintes sur le stockage premier à chaud des données, donc pas forcément forcer un standard ou une manière de stocker les données et autres. Par contre, un intérêt aussi à savoir pendant la durée de vie d'un projet, quand la donnée est chaude, entre guillemets, qu'elle peut être utilisée, comment on fait pour stocker cette métadonnée et la partager au sein d'un labo d'une équipe. Voilà, ça c'est mentionné. Les liens avec cette possibilité de revenir en arrière. Les données ont été déjà diffusées, on se rend compte à posteriori qu'elles sont peut-être pas bien descriptives, qu'il manque des référentiels. Bon, c'est tout l'intérêt qui a été mentionné dans le cas du début de côté sciences ouvertes et autres, où en fait on peut revenir dessus, améliorer, et c'est un processus continu sur lequel on peut revenir. Et voilà, c'est imparfait, mais c'est un premier retour qui peut passer pour un crucial que j'ai pas abordé. Et sinon, autre atelier. Oui, c'était l'atelier 3 de relation sur les variables essentielles de la biodiversité, les EDV. On était à peu près une quinzaine, c'est une présentation de Mathieu Basile sur la notion de EDV. On a discuté un petit peu de ce qu'est une EDV et de ses limites. Et ensuite, on a organisé l'atelier sous forme de table tournante autour de 3 thématiques. Les EDV en tant qu'utilisateur, les EDV en tant que producteur de données, et les EDV pour le PNDB. Ou le PNDB pour les EDV, c'est pas forcément le définissant. Alors, parmi les points qui reviennent constamment, c'est la question vis-à-vis de des limites du cadre DV.
en termes de production et d'utilisation. Donc, il y a aussi une question de porter à connaissance sur le EBV et de ce qui est à l'intérieur des EBV. Je ne peux pas participer à un EBV, je ne sais pas si vous maîtrisez le sujet, mais ça revient constamment à la question et qui amène un besoin de référentiel. Ça a été évoqué par les trois groupes, les trois thématiques, à la fois en tant qu'utilisateur, producteur ou PNDB. D'ailleurs, le PNDB pourrait être un hébergement de ce référentiel sur les EBV, au-delà des sites, on va dire, internationaux dont on parle. Alors, du point de vue utilisateur, pour quelques éléments, il y a une question qui est ressortie, c'est celle des EBV qui peuvent apparaître. Alors, les EBV, c'est différent pour différents niveaux de diversité, comme des briques isolées. On ne voit pas forcément, en tout cas pour un utilisateur, on va dire lambda, mais enfin un utilisateur qui n'est pas avec une approche complexe de la recherche, sur les relations fonctionnelles qui parlent entre ces différents EBV. On mesure ces EBV-là et d'autres, etc. Donc ça revient un petit peu à la question des référentiels. Il y a un questionnement vis-à-vis du cadrage, des échelles d'utilisation et en termes de production des EBV, à la fois dans la question des limites temporelles, des échelles du temps et d'espace. Même si ça c'était abordé, ce sont des éléments qui sont souvent transmis sous forme de métadonnées au sein des EBV, question de cadrage des échelles. Donc ça apparaît pour les utilisateurs un concept assez complexe à manipuler, voire que culture EBV, donc qui appelle un besoin de formation et de communication élargie sur les EBV. Sur la thématique des producteurs, un intérêt positif de l'approche des EBV, c'est qu'elle porte à avoir un formatage des données et des métadonnées dans un cadre défini. Mais ça a des limites, c'est que les EBV ne sont pas le sous-ensemble de l'ensemble des données de diversité. Donc, une fraction des données de diversité. Donc, il y a une tension également entre les données brutes qui peuvent être recueillies et sélectionnées dans une structure et les EBV qui, quelquefois, sont des données agrégées. Les deux, ces données brutes. Un aspect aussi positif du cadre des EBV, c'est que ça reprend la structuration de l'observatoire, avec les questions qui s'y posent. Donc c'est intéressant. Il se pose également, une fois qu'on a labellisé, on considère que le terme labellisation n'est pas correct, une variable comme étant une variable essentielle pour la diversité, il y a un questionnement autour du champ de réutilisation des données, notamment lié à la nature et à la qualité. Donc c'est aussi une thématique qui est revenue assez fort sur la nécessité d'accompagner les EBV ou les autres données d'indications fortes sur la qualité des données recueillies, de leurs incertitudes, de leur réutilisabilité. Il y a aussi une question qui remonte tout le temps, je pense par ailleurs, de la lourdeur de la déclaration des métadonnées afférentes à ça. Et enfin, par rapport au PNDB, l'entrée EBV a été jugée comme étant pertinente pour le PNDB, mais c'était noté que le PNDB, pour l'instant, est plutôt structuré autour de données brutes. Donc les EBV sont des données agrégées. Donc comment gérer ça? Est-ce qu'on doit stocker directement, ou en tout cas identifier les saisies d'EBV en tant que telles, ou définir des outils de production d'EBV à partir de données brutes qui ont été cataloguées par le PNDB, un petit peu dans l'idée de ce qui a été montré avec Galaxy par exemple. Aussi, ou alors, des standards, c'est aussi toujours revenu souvent une tension entre la demande de standards pour certaines personnes, donc des standards de définition des EBV, des standards de définition des métriques différentes, versus la diversité des approches et la flexibilité. Donc, il y a deux écoles, elles sont très souvent. Et par rapport à ça, et ça a été noté sur la question du besoin référentiel, peut-être que au sein du PNDB, parce que je souhaite une question connue souvent, il y a un référentiel explicitant les EBV, de manière un petit peu plus pédagogique. Et voilà, il y a encore une référence qui a été votée sur l'aspect PNDB, sur le label EBV, qui est bien, mais qui peut cacher des formes de variations de qualité. Bien que, normalement, la notion d'EBV n'est pas un label de qualité, c'est une définition d'un type de variable de diversité. La qualité des données qui permettent de mesurer, c'est le domaine de la qualification des données. Merci, Pierre.
simplement un truc qui est chouette, qui est ressorti de l'atelier. On a fait une demande exprès, c'est tout le monde s'accorde à dire que c'est un cadre qui est pertinent, qui est utile, avec les limites dont on a discuté, avec le temps que ça demande, l'équipement, l'effort que ça demande. Mais personne n'est reparti maintenant. Ouais, vous étiez gentil, donc ça m'a. C'est rien de ça, déjà, en soi, c'est déjà super. Ou alors, ils n'ont pas dit. C'est sûr en distanciel, mais ça, c'est parce qu'on a mal trouvé l'atelier pour les faire en distanciel. Si. Voilà, on sera un peu plus détaillé par après, bien sûr. Merci, Mathieu. On va passer. Donc, moi, je vous fais un bref compte-rendu de l'atelier 2 intitulé Méta-analyse et croisement des données hétérogènes de l'institut à la téléélection en passant par les sciences participatives. Donc, on a eu 3 petites conférences introductives donc, par Sandra Luc, Samuel Alléaume et Isabelle Leviol, et puis ensuite aussi une session de discussion. Donc peut-être parmi les éléments, d'abord vous demander finalement de quoi est-ce qu'on parle, que signifie croiser les données. C'est-à-dire que croiser les données, pour aller vraiment au-delà de la description, qui permet par exemple de valider la congruence de termes, d'aller vers la compréhension et d'avoir finalement des aspects explicatifs à l'état et dynamique de la biodiversité. Parce que les couches d'information, elles permettent d'expliquer la variabilité de l'environnement, elles éclairent sur les usages anthropiques, sur les pressions, etc. Et à partir de là, finalement, plusieurs questions. Quelles sont les lignes directrices relatives aux métadonnées pour avoir des métadonnées qui permettent après d'envisager ce croisement de données? Ou alors, si on est déjà dans le croisement de données, existe-t-il des outils pour faciliter ce croisement de données? Alors, pourquoi finalement on a décidé de faciliter ce croisement de données? Eh bien là, on a exploré les différentes facettes de la diversité des données, pas de la biodiversité. Donc, il y a bien sûr des données je ne vous donne que quelques aspects, données du vivant, issues de programmes de recherche, mais aussi de politiques publiques. Donc là, on a des niveaux de protocoles, de l'organisation qui sont différents. Les données protocolées versus les données opportunistes, même si on sait qu'il peut y avoir de la planification de protocoles dans le cadre de sciences participatives, des données de pression ou de réponse, des données qualitatives, quantitatives, les petits jeux de données, les gros jeux de données, etc. Donc vraiment différentes facettes. Et en fait, tout le monde a insisté quand même sur la complémentarité des données qui sont issues de systèmes, moyens, techniques et capteurs différents, mais néanmoins, on reste sur la difficulté, sur la nécessité que ça prend du temps, mais aussi, quand on croise les données, finalement, il est nécessaire de travailler avec des experts interdisciplinaires, au-delà des différentes disciplines dans les champs scientifiques. Il faut aussi inclure tout le spectre des compétences entre ingénieurs, architecture, analyse de données, spécialisés en ontologie, les modélisateurs. Enfin, en gros, il y a des métiers associés à la donnée. Et donc, ça nécessite de les intégrer dans les projets. Ça permet d'identifier les difficultés possibles d'organisation et d'analyse ensuite des données. Parmi les besoins, bien sûr, il faut informer sur l'existant. Bien dire qu'à chaque fois, il n'y a pas la réinvention de mots tièdes. Par exemple, il y a des liens très forts entre le PNDB et le système d'information sur la biodiversité auquel verse le SIMD, et que toute la question des référentiels est partagée. Qu'au-delà des données, il était aussi important d'informer sur les processus d'observation, les protocoles, les méthodes, les plans d'échantillonnage nécessaires pour l'analyse, ce qui permet en fait de repérer des données, de repérer des données qui peuvent être utilisées ou pas. Et puis peut-être aussi dans la recommandation générale d'associer les pôles de Dataterra dès l'amont des projets, et d'inscrire dans le projet initial les moyens dédiés à la féarisation, et puis aussi par en donner dans les autres disciplines. Sur la partie des métadonnées, on a fait le tour de quelques informations essentielles à avoir dans les métadonnées, donc ce qui concerne le géoréférencement, la date, le processus d'échantillonnage, comme évoqué, et puis aussi des informations sur la précision et la résolution des données.
sur tout ce qui est le cadre spatial et temporel. On a fait une petite digression aussi pour se dire que finalement, parfois, la résolution, elle devait être adaptée aussi au type de projet dont on avait besoin. Donc, est-ce qu'il existe des outils qui permettent d'adapter facilement ou réduire, si besoin, facilement ce cadre spatial? Et puis, pour le cadre temporel, on a là aussi la difficulté sur le fait que parfois les observations qui sont très ponctuelles et d'autres qui sont sur des séries plus long terme. Donc, comment est-ce qu'on arrive à gérer ça? Et puis ensuite, alors au fur et à mesure des échanges, le groupe a un peu défini deux choses, des cadres de réflexion, des cadres scientifiques et techniques dans lesquels s'inscrire pour envisager ce croisement de données, et puis aussi des ressources utiles. Donc dans les cadres, il y avait bien sûr les variables essentielles de biodiversité, il y avait ce qui se met en place, c'est un système mondial d'observation de la Terre, donc il y a une dynamique, et ça peut être intéressant de voir ce qui est fait sur cette dynamique, et de prendre bien sûr le bout. Ce qui a été cité aussi, c'est l'Open Data Cube, avec la décentralisation et la virtualisation, donc qui est aussi un principe au sein du PNUD. Et puis, après, il y a d'autres cadres, comme l'opération progressive des données issues de la télédétection, le développement de l'utilisation aussi de drones qui viendront à compléter les données déjà hétérogènes et avec des informations utiles. Et puis la montée en compétences, l'appropriation des enjeux des acteurs non académiques dans le cadre de sciences participatives. Donc tout ça, ça permet de se passer dans un cadre de réflexion, de croisement des données. Et puis parmi l'ensemble des ressources utiles, donc il y avait bien sûr celles qui sont développées par le collectif des agences spatiales, celles qui sont développées par Gaia Data, dans le cadre du EPF, et les outils qui sont développés dans le cadre du César et FR. Merci pour l'institution. Alors, c'est peut-être frustrant. En fait, ceux qui veulent rester, ils peuvent faire un peu d'échange, mais c'est un peu à l'extérieur. Mais par contre, toutes ces synthèses, comme je le disais, vont être disponibles en ligne et les participants des ateliers vont pouvoir corriger, valider, en tout cas commenter les différentes synthèses. Et une fois que tout sera validé, on mettra ça en licence CC BY 4.0, comme on le propose. Je ne sais pas si Jean-Denis, toi, tu veux dire un petit mot de la fin, non? Bon, bah, ça va être. Merci. Du coup, ouais, on va faire vraiment vite, parce qu'en plus, il est 16h02. Donc, déjà, merci à vous d'être là, d'avoir été là, d'avoir participé activement. Donc, ça, c'est très chouette. On va remercier les différents partenaires qui composent, qui soutiennent le PNGD, et notamment pour ce séminaire de hier et aujourd'hui, la Fondation pour la recherche pour la biodiversité, l'Université pour Bretagne occidentale et l'Institut universitaire européen de la mer qui, sans eux, on n'aurait absolument pas pu être là, aller à Osmopolis, manger des super petits, ou même avoir une logistique de salle, de micros, etc. Donc merci à eux. Et particulièrement, justement, pour ces personnes-là, non, je ne sais pas où elle est. Pauline Chauvet, non, elle doit être en train de ranger sa trousse. Donc, c'est Pauline Chauvet, Laurence Legault et Frédéric Jean pour l'UBO et Kéké FRB, donc Robin, Almanza, Pauline Coulon, et aussi Aurélie Delavaux, donc logistique du séminaire, FRB, UBO, etc. Et après, évidemment, tous les intervenants. Je ne vais pas lister tout le monde, donc voilà, il y a tout le monde. Donc il y a beaucoup de monde, évidemment, on va organiser 2 jours parce que ça fait beaucoup d'heures, mais c'est beaucoup de personnes, beaucoup de motivation, donc merci à toutes ces personnes-là. Et donc je vous invite à retrouver votre bus, votre taxi, ou en tout cas votre train pour repartir. Et de toute façon, on vous tient au courant pour tout ce qu'on a fait là, c'est pas juste prendre en one-shot ces informations-là. L'idée, c'est encore une fois de dialoguer avec vous pour ces retours et ces recueils de besoins. Donc merci, bonne journée pour ceux qui veulent. On peut les voir après en Brest. Un grand merci.